Ok, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Dites-moi si l'image et le son sont bons à mes amis, aux gens qui sont sur cette page. Et je les remercie encore une fois de partager le direct et d'inviter vos amis sur ce direct. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'accéder à nos vidéos, à toutes nos vidéos, à toutes nos publications sur la chaîne YouTube du Moltra. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez Moltra, M-O-L-T-R-A, donc Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Vous allez avoir accès à toutes nos vidéos. Si vous allez également sur Facebook, vous avez la page Facebook du Moltra, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Là également, vous avez accès à nos publications. Nous avons aussi notre site internet qui est moltra.org et également notre blog qui est là, qui est lajuda, lajuda.blogspot.com, où vous avez également toutes nos publications. Donc, merci pour votre présence et merci de nous aider à partager nos vidéos et à nous faire connaître auprès du public africain, particulièrement auprès de la jeunesse africaine, qui est le moteur de la renaissance africaine qui est à l'horizon. Donc, je faisais le tour d'horizon de l'actualité africaine en partant du Sénégal. Et je disais que le Sénégal est une caricature de la démocratie parce qu'on nous présente le Sénégal comme un pays démocratique. Depuis son accession, soi-disant l'indépendance, via Senghor, la France a instauré un système france-africain implacable au Sénégal. L'élite sénégalaise est l'une des élites les plus france-africaines de la sphère africaine française. Depuis Léopold Sédar Senghor, le Sénégal présente le visage d'un pays qui a connu plusieurs alternances, plusieurs changements de président, alors qu'en réalité, le système sénégalais est un système france-africain, une démocrature en réalité. Le Sénégal est une plateforme pour la France que la France a utilisée depuis le XVIIe siècle. Au temps de la colonisation, c'est via le Sénégal que la France s'est taillé un empire en Afrique occidentale. Et depuis lors, le Sénégal est une plateforme pour la France et un comptoir colonial que la France utilise pour contrôler l'Afrique occidentale, parce que c'est au Sénégal que la France a installé la capitale de l'Afrique occidentale française. Et depuis lors, la France continue d'utiliser le Sénégal dans cette logique-là. Et il ne faut pas oublier non plus que le Sénégal a joué un grand rôle dans la déportation des Noirs. C'est une terre où on a installé un comptoir, où on a construit le port de déportation des Africains à Gorée. Et donc, le Sénégal, c'est un pays extrêmement important dans le dispositif qui domine l'Afrique depuis le XIVe siècle en réalité. Et donc, on a fait une sorte de caricature dans ce pays, on a construit une sorte de démocratie pour tromper les opinions africaines là-bas. Et depuis Léopold Sédar Senghor, qui est le prototype même de l'élite coloniale africaine, très attachée au maître, au point d'aller enseigner la langue française aux Français. Léopold Sédar Senghor est admis à l'Académie française. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement apprécié par le colon, par le maître, parce que Senghor, c'est l'incarnation même, c'est le prototype même du colonisé, amoureux du maître, au point de travailler jusqu'à sa mort pour le maître. Donc, à la suite de Senghor, on a construit une forme de démocratie trompe-œil là-bas, et on a fait succéder un certain nombre de gens à la tête de ce pays. Donc de Senghor, on est passé à Diouf, de Diouf, on est passé à Wade, et de Wade, on est passé à Macky Sall. Et pourtant, le système france-africain ne s'est autant mieux porté que maintenant au Sénégal. Plus ça change, plus les présidents défilent à la tête de l'enclos colonial du Sénégal, plus le système france-africain s'améliore, se bonifie et se fortifie dans ce pays. Voilà pourquoi, quand quelqu'un comme Ousmane Sonko, un jeune, surgit sur la scène politique,
avec un discours qui s'attaque à ce système, qui expose ce système, eh bien la jeunesse sénégalaise suit Sonko, aime Sonko, adore Sonko quelque part. Et ça représente une menace pour le système france-africain. La vieille classe politique sénégalaise qui a manœuvré jusqu'ici pour conserver le Sénégal dans les girons français se trouve menacée parce que Sonko vient avec sa jeunesse, sa fougue, ses connaissances, il utilise parfaitement les outils modernes de la communication, il connaît les codes de la période, de l'époque, donc ça plaît, il tient un discours qui plaît, parce que Sonko s'attaque au fondement du système, au franc CFA, il parle des sujets tabous, il parle de l'ouverture du Sénégal à d'autres partenaires internationaux, du coup, Sonko représente une menace. Et face à cette menace, qu'est-ce que la vieille classe politique france-africaine au Sénégal essaie de faire? C'est essayer d'écarter Sonko. La menace Sonko doit être écartée. Et pour l'écarter, on ne peut pas jeter Sonko en prison comme ça, parce que Sonko, il est populaire. C'est trop flagrant et on ne peut pas le tuer non plus, parce que le Sénégal n'a pas cette culture de l'assassinat politique, même s'il y a eu des assassinats de par le passé. Eh bien, on essaye d'utiliser la justice, entre guillemets, le pouvoir du droit, pour écarter Sonko de la compétition. Parce que Sonko ne veut pas faire la révolution, Sonko veut amener les Sénégalais à l'élection présidentielle, compétir de manière loyale face à la vieille classe politique et remporter l'élection. Parce que Sonko compte sur le peuple, notamment sur la jeunesse, pour voter pour lui. Il espère gagner dans les urnes et ainsi entamer la réforme du système colonial dans ce pays. Le Montra n'est pas du tout d'accord, n'est pas du tout dans cette logique, ne suit pas Sonko dans cette logique. Nous considérons que Sonko est en train de faire une erreur stratégique majeure, ce qui va lui coûter parce que le système france-africain, on ne joue pas avec, on ne plaisante pas avec un système colonial qui a plus qu'un atout dans sa gibecière et qui est capable d'utiliser tout pour écarter ce qu'il peut considérer comme une menace. Donc, Macky Sall et ses amis utilisent le droit, les tribunaux, pour condamner Sonko. Et il y a une dizaine de jours, Sonko a été condamné dans une parodie de procès où on tente ainsi de l'écarter de la compétition électorale. Et ainsi, la vieille classe politique france-africaine au Sénégal espère continuer ainsi son règne au Sénégal. Nous autres, nous considérons que Sonko fait une erreur parce que en voulant jouer à la loyale face à ce système colonial, eh bien Sonko risque de perdre gros. Si Sonko veut changer les choses, veut renverser ce système et entamer la reconstruction du Sénégal, Sonko doit plutôt s'engager dans une logique révolutionnaire, dans une logique de soulèvement populaire qui doit s'attaquer frontalement au système france-africain, au vieux système france-africain qui est au Sénégal, pour le faire tomber et ainsi entamer la reconstruction du Sénégal. Si Sonko ne fait pas cela, eh bien le système va le manger, le système va utiliser tous les moyens possibles, notamment les moyens du droit, soi-disant, des tribunaux, pour l'écarter de la compétition électorale, entacher la réputation de Sonko, même si la jeunesse au Sénégal et les Africains aujourd'hui sont tout à fait à l'aise et savent très bien que tout ça, ce sont des manigances pour écarter Sonko de la compétition électorale. Le problème, c'est que Sonko et ses amis risquent de se retrouver en face des jugements qui vont l'écarter de la compétition électorale. Donc, nous avons toujours dit depuis le début que si Sonko veut véritablement être celui qui va redonner vie au Sénégal, redonner vie au peuple sénégalais et changer les choses, eh ben, il ne faut pas qu'il aille à des élections. Parce que non seulement ces gens vont écarter sa candidature, mais aussi ils vont frauder les élections et puis ils vont jeter Sonko en prison le moment venu. Si Sonko contestait les résultats, eh bien, ils vont lui faire un procès et ils vont le jeter en prison. Donc, il vaut mieux que Sonko s'engage dans une logique révolutionnaire
pour chasser le système Macky Sall du pouvoir au Sénégal, reprendre ainsi le pays et entamer véritablement une reconstruction de ce pays. Parce qu'un système colonial, on ne le réforme pas. Sonko est en train de faire une erreur stratégique majeure en pensant pouvoir réformer un système colonial en allant le contester dans les urnes. Parce que ces gens ont toutes les armes, ont tous les outils pour frauder les élections et s'attaquer à leurs opposants. C'est vu partout, partout des opposants traditionnels, des opposants institutionnels. Des gens voulaient jouer à un jeu civilisé avec ce système colonial, eh bien c'est le système colonial qui les a broyés. Donc Sonko doit tirer les enseignements de ce qui se passe dans d'autres pays où le système colonial ne fait pas dans la dentelle, par exemple au Togo, au Tchad, au Gabon, en Côte d'Ivoire, etc., où ce système a toujours fraudé les élections, renvoyé les opposants qui étaient les plus populaires, qui étaient en réalité élus dans les urnes, et s'est imposé et a imposé des hommes liges au pouvoir, armés jusqu'aux dents pour réprimer les opposants qui contestent les fraudes électorales, ou en tout cas qui dénoncent les fraudes électorales dans ces enclos coloniaux. Donc Sonko fait une erreur d'appréciation majeure. Et le Mortra espère que Sonko et ses amis vont se ressaisir et comprendre comment ce système opère pour ne pas espérer aller le contester dans les urnes. Parce que ces gens-là ont verrouillé la voie des urnes et vont le verrouiller au Sénégal pour que la vieille classe politique sénégalaise, france-africaine puisse continuer à régenter ce pays dans l'intérêt bien compris de la France, en maintenant le franc CFA, en maintenant des bases militaires en Afrique, en maintenant la langue française en Afrique, en maintenant l'école coloniale en Afrique, en maintenant un système économique colonial en Afrique, une agriculture coloniale, une industrie minière coloniale, faite d'extraction de nos richesses, de nos sous-sols, pour les exporter en France et ailleurs. Donc, Sonko doit sortir de ce piège, parce qu'il n'y a aucune gloire à tirer de la volonté que Sonko a de vouloir combattre ce système de manière loyale, de manière civilisée, comme pour impressionner les autres, pour dire qu'il a utilisé les moyens démocratiques pour arriver au pouvoir. Ça ne va pas marcher. Voilà, ça ne va pas marcher parce que le Sénégal est une vieille plateforme de la France-Afrique où la vieille classe politique bénéficie du soutien de la France et du réseau France-africain. Macky Sall joue parfaitement son rôle. Si Macky Sall ne se présente pas lui-même à ces élections, eh bien, on va positionner quelqu'un comme Idrissa Seck, qui vient jouer aujourd'hui aux opposants, face à Macky Sall, qui l'a pourtant servi jusqu'ici. Et les différents présidents Wade, Idrissa Seck les a servis, mais aujourd'hui, la France-Afrique étant très rusée, eh bien, on est en train de positionner Idrissa Seck comme l'opposant, un opposant historique, un opposant réformateur qui va changer les choses au Sénégal. Donc, il faut absolument que Sonko sorte de ce piège et engage véritablement le peuple sénégalais, particulièrement la jeunesse sénégalaise qui le suit, dans une confrontation révolutionnaire pour faire tomber le système France-africain au Sénégal. Ce n'est que comme ça que Sonko va pouvoir véritablement entamer la reconstruction de ce pays en disposant des outils dont il aura besoin pour entamer la reconstruction de ce pays. Parce qu'un système colonial, on ne le réforme pas. Et Sonko fait fausse route en pensant qu'il va pouvoir conquérir le pouvoir de manière civilisée et entamer en douceur la réforme de ce système colonial. Sonko se trompe parfaitement, car c'est lui qui sera broyé en définitive par ce système. S'il continue comme ça, on va le condamner. Il a déjà une première condamnation il y a 10 jours et soi-disant il y aura encore un procès bientôt concernant le présumé viol dont il serait le responsable sur une dame qui serait une masseuse que Sonko aurait fréquentée, qui s'est plaint d'avoir été violée par Sonko. Et ça, c'est le deuxième procès qui pend au nez de Sonko, où on va assister encore une fois à une parodie de justice, où on va condamner Sonko. Ainsi,
sa peine sera alourdie et il sera définitivement écarté de la course à la présidence du Sénégal. Donc, Sonko doit savoir qu'il est sur une pente glissante et qu'en voulant combattre ce système, le système france-africain au Sénégal, par des voies soi-disant civilisées, par des voies loyales, Sonko est en train quelque part de couler sa propre carrière et l'espérance qu'il a suscitée auprès de la jeunesse sénégalaise. Et en définitive, nous, au Mortra, nous pensons que on ne peut pas compétir avec des agents d'un système colonial qui dispose de tous les moyens pour verrouiller le processus démocratique dans les urnes. Et quand le processus démocratique dans les urnes est verrouillé, eh bien, il faudra absolument utiliser la voie révolutionnaire populaire pour casser ce système, casser le verrou et ainsi renverser l'ensemble des institutions coloniales dans nos enclos coloniaux, y compris au Sénégal, pour pouvoir disposer des clés et des instruments suffisants pour entamer la reconstruction du pays. Si Sonko ne fait pas ça, Sonko risque non seulement d'être écarté de la course à la présidence du Sénégal, mais également, éventuellement, s'il est élu, eh bien, il n'aura pas les coudées franches pour casser ce système colonial parce qu'il aura toujours une opposition france-africaine, aussi bien au Parlement que dans d'autres instances qui vont le bloquer. Donc Sonko ne peut pas disposer du pouvoir. Donc en empruntant cette voie entre guillemets civilisée pour combattre Macky Sall et ses amis mafieux qui l'entourent et son opposition siamoise, Sonko est en train de vendre un faux rêve aux Sénégalais, à la jeunesse sénégalaise. Et évidemment, si ça continue comme ça, Sonko va décevoir le peuple sénégalais, notamment la jeunesse sénégalaise, qui sera extrêmement déçue parce que Sonko n'aura pas le plein pouvoir ou n'aura pas le pouvoir, sera écarté. Et puis, si on l'amène à l'élection présidentielle, Sonko, on ne va pas lui donner le pouvoir. Et s'il conteste les résultats, eh bien, on va l'arrêter, arrêter ses partisans, tuer certains, réprimer, comme cela se fait dans d'autres enclos coloniaux, et Sonko sera jeté en prison. C'est tout. Il n'y aura rien à faire. Donc Sonko a meilleur temps. Sonko devrait plutôt s'engager dans une logique révolutionnaire face à ce pouvoir-là, ne pas attendre quelque élection que ce soit, parce que les élections dans les enclos coloniaux africains ne sont que des parodies d'élections, des fraudes massives organisées, un foutage de gueule total, où on amène le peuple à jouer le rôle d'une masse participant à sa propre humiliation, à sa propre domination. Ça, Sonko devrait le savoir. Sonko devrait étudier ce système de fond en comble pour proposer un autre schéma au peuple sénégalais qui veut absolument sortir de ce système france-africain qui l'écrase depuis Léopold Sédar Senghor. Donc, nous condamnons clairement toutes les manœuvres qui sont en cours au Sénégal pour écarter Sonko de la compétition présidentielle, pour entamer sa candidature, ruiner sa candidature, l'écarter ainsi. Et nous disons à Sonko de tirer les enseignements de tout ça, de tous ces manigances, de toutes ces manœuvres éhontées, de toutes ces manœuvres puantes, pour engager la jeunesse africaine au Sénégal dans une logique révolutionnaire. C'est ça la clé et c'est le seul chemin que nous laisse ce système. Si Sonko ne fait pas ça, eh bien, soit il sera écarté de la compétition électorale et donc ses rêves pour accéder à la présidence du Sénégal et entamer ainsi une réforme du système colonial, son rêve sera anéanti, ou bien on lui donnera le pouvoir quelque part, mais il aura toujours en face de lui une opposition qui ne va pas du tout lui faciliter la tâche, de sorte qu'il échoue et que finalement il en arrive à décevoir la jeunesse sénégalaise qui le soutient, qui croit en lui et qui risque de se retrouver déçu parce que Sonko ne prend pas le bon chemin pour arriver au pouvoir. C'est tout. Donc c'est ça notre conseil quoi, à Sonko et au Sénégal. Du coup, nous condamnons sa condamnation et nous demandons à Sonko de s'engager plutôt
dans l'organisation d'un tsunami populaire au Sénégal, parce que la jeunesse sénégalaise est mobilisée, elle est prête à agir. Il faut lui donner cette occasion pour agir, renverser ce système. On n'a pas besoin au Sénégal d'attendre quelque élection que ce soit de ce système-là. Il faut chasser Macky Sall du pouvoir. C'est tout. Le pouvoir colonial, on ne badine pas avec. On ne joue pas avec ce système-là. Il faut l'écraser, il faut l'affronter. Si Sonko estime que la jeunesse au Sénégal est prête à agir dans cette logique-là, il faut absolument donner les moyens et les outils à cette jeunesse au Sénégal pour agir tout simplement face à ce système. Il n'est pas logique d'attendre quelque élection que ce soit de Macky Sall et de ses amis. Ces gens ont les instruments de fraude entre leurs mains. Ces gens ont l'appareil d'État colonial entre leurs mains. Ils vont tout faire pour se maintenir au pouvoir parce qu'ils voient Sonko comme un adversaire de taille qui s'attaque au système, qui s'attaque à leurs intérêts, qui expose l'état du système et qui veut, entre guillemets, réformer ce système colonial. Et c'est là-dessus que Sonko est en train de faire une erreur grave. Parce qu'un système colonial, on ne le réforme pas, on le détruit. On n'améliore pas ses fers, on les détruit, on les coupe, on les écrase, on les casse, et ainsi on libère l'énergie confisquée du peuple qui est ainsi colonisé depuis des siècles et des siècles. Donc Sonko doit être dans cette logique-là. S'il ne le fait pas, c'est lui qui sera broyé par ce système. Et nous allons le voir, si Sonko veut persister dans cette logique de conquérir le pouvoir colonial au Sénégal de manière civilisée, de manière, en guillemets, démocratique, de manière électoraliste, eh bien, c'est lui qui sera écrasé et sera écarté, c'est tout. Ce système n'a pas de pitié, ne joue pas à la loyale, donc il ne faut pas jouer à la loyale avec un système qui ne joue pas à la loyale. C'est tout. Et si Sonko ne l'a pas compris, eh bien, c'est lui qui en sera la victime. Ses rêves vont s'envoler avec ce que la jeunesse au Sénégal imagine comme porte de sortie de ce système-là, quoi. Voilà, c'est tout. Déjà, la répression est là, Sonko, on le voit, comment il est réprimé, comment il est maltraité. On voit très bien comment ses partisans sont réprimés. Ça annonce la suite de l'épisode, quoi. Donc, ce système ne va rien céder à Sonko, à moins que Sonko ne dresse la jeunesse africaine au Sénégal face à ce système, lui permette d'aller jusqu'au bout de sa logique pour faire tomber ce système et ainsi disposer du pays pour entamer véritablement la reconstruction de ce pays-là. Le système au Sénégal n'a pas besoin d'être réformé. Le système a besoin d'être cassé parce qu'au Sénégal, on a enfermé le peuple dans un mensonge démocratique, dans une forfaiture, dans une superficialité démocratique, où on présente le Sénégal comme un pays démocratique, où il y a des changements, où il y a des élections, où il y a des alternances, sauf que ces alternances se déroulent dans la continuité du système. Le franc CFA est maintenu, l'école coloniale est maintenue, l'agriculture coloniale est maintenue, les accords militaires coloniaux sont maintenus au Sénégal, l'élite coloniale au Sénégal est une des élites les plus fidèles au système france-africain. Donc tout ça est en place. Face à ça, on ne peut pas prétendre conquérir le pouvoir par des voies démocratiques et loyales dans ce pays. Il faut que Sonko le comprenne absolument et aille dans la logique révolutionnaire, ce que le Montra a toujours prôné, qui est l'organisation du peuple pour l'amener à un niveau de puissance capable de renverser tout simplement l'ensemble des institutions coloniales. C'est ça la clé. Il faut mobiliser le peuple au Sénégal, organiser le peuple au Sénégal, organiser suffisamment la jeunesse pour lui donner la capacité d'affronter ce système et le renverser sur son passage dans un élan de tsunami populaire, ce que le Montra a toujours appelé un tsunami populaire, c'est-à-dire une masse d'hommes suffisamment forte pour marcher sur l'ensemble des institutions coloniales, les renverser et aller ainsi vers la reconstruction du pays. Si Sonko ne fait pas ça, il sera détruit, ses rêves vont s'envoler, la jeunesse sénégalaise sera déçue et rien ne changera au Sénégal. Parce que le Sénégal, je le redis,
est une puissante plateforme, est une puissante forteresse de la France-Afrique. Les élites coloniales au Sénégal ne badinent pas et ne vont pas blaguer parce qu'elles sentent très bien que Sonko les menace. Voilà donc le chemin pour le Sénégal. Si Sonko est réellement ce qu'il prétend être, c'est-à-dire celui qui voudrait libérer le Sénégal et le reconstruire, eh bien, c'est cette voie-là qui doit emprunter. S'il ne prend pas cette voie, eh bien, c'est lui qui sera mangé, détruit par le système. C'est tout. Ça, c'est le premier point. Donc, du Sénégal, je vais passer au Togo où la France de Macron a reçu, il y a de cela 2 jours, Faure Gnassingbé à l'Élysée. Faure Gnassingbé, la satrape du Togo, le métayer colonial installé à la présidence du Togo, à la suite de son père qui a dirigé ce pays pendant 40 ans, après l'assassinat de Sylvanus Olympio. Faure Gnassingbé, qui a succédé à son père, cumule avec son père 63 ans quasiment de pouvoir au Togo. Donc, en réalité, le Togo est un royaume, c'est le royaume des Gnassingbé, installé au pouvoir par la France. Et ces gens ont rapidement fermé la petite parenthèse ouverte par Sylvanus Olympio, qui voulait démocratiser ce pays, qui voulait ouvrir ce pays à la modernité, qui voulait reconstruire ce pays après son sac par la colonisation française, qui a pris le relais de la colonisation allemande. Eh bien, ce pays se trouve étranglé, dominé, cassé, annihilé, neutralisé, immobilisé par Faure Gnassingbé et ses amis qui travaillent sur mandat de la France. Parce que c'est la France républicaine qui a mandaté ces gens-là pour casser ce pays et l'immobiliser. Et donc, cette semaine, Faure Gnassingbé, qui est le métayer français dans ce pays, a été reçu par Macron, qui a mangé avec lui à l'Élysée, où ces gens-là se sont tapés sur les épaules, se sont embrassés et soi-disant discuté des questions d'actualité politique en Afrique, notamment le terrorisme, etc. Nous voyons très bien que la réalité est tout autre parce que Faure Gnassingbé au Togo ne veut pas quitter le pouvoir. Ce monsieur est arrivé au pouvoir en massacrant les Togolais. L'ONU, dans un rapport de 2005, avait dit que Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir en massacrant 500 Togolais. Et depuis lors, Faure Gnassingbé règne dans ce pays par la violence, par la terreur et la corruption, par une sorte de terreur, où la répression s'abat régulièrement sur la population. Dès lors que la population veut intervenir, réclamer ses droits, eh bien, Faure Gnassingbé sort l'artillerie lourde pour massacrer le peuple togolais, pour le remettre dans sa boîte, pour que ce peuple continue à souffrir et ainsi continuer à travailler pour la métropole et pour l'économie mondiale, en réalité. Donc, Faure Gnassingbé étant reçu à l'Élysée, le but de cette visite, en réalité, c'est de conclure un accord entre le pouvoir républicain français, donc république mafieuse française, et la colonie togolaise, où Faure Gnassingbé veut rester au pouvoir et manifestement va encore modifier, soi-disant, la constitution pour rester au pouvoir, parce qu'il faut se rappeler que ce gars qui est arrivé au pouvoir en 2005, la constitution togolaise, soi-disant, l'avait déjà limité dans 2 mandats. Donc, Faure Gnassingbé aurait dû quitter le pouvoir déjà en 2015. 2015, Faure Gnassingbé, normalement, devrait quitter le pouvoir. Même si personne ne l'a élu, il s'est autoproclamé. En 2005 et en 2010, il a refait un hold-up électoral où il est resté au pouvoir. Donc, normalement, en 2015, Faure Gnassingbé aurait dû quitter le pouvoir. Mais ça fait 8 ans qu'il est toujours l'occupant de la présidence de cet enclos colonial, parce que Faure Gnassingbé manœuvre, manipule les outils de la répression de manière formidable contre le peuple togolais. Et donc, Macron, en le recevant, en réalité, à l'Élysée, il y a 2-3 jours, eh bien,
la volonté de la France, c'est de renouveler sa confiance à ce métayer colonial, à ce gouverneur colonial, à cette satrape qui régente l'enclos colonial du Togo. Et ainsi, son bail est manifestement en cours de renouvellement. Donc, face à ça, il faut que le peuple togolais se remobilise, se réorganise, se restructure pour pouvoir affronter ce système, le système mafieux qui est instauré au Togo. Ce système est anti-peuple, ce système vole la vie des Togolais, vole les richesses des Togolais, vole l'intelligence des Togolais. Ce système casse tout dans ce pays, instaure une corruption pas possible, instaure la terreur. La souffrance est énorme dans ce pays, la misère est énorme dans ce pays. Les Togolais souffrent énormément. La violence est maintenue dans ce pays de manière extraordinaire et les Togolais sont ainsi cassés. Donc, il faut absolument que les Togolais se lèvent, se réorganisent au-delà des partis politiques parce que le drame dans ce pays, c'est que les Togolais eux-mêmes, finalement, s'étant laissés balader à plusieurs reprises par les partis de l'opposition institutionnelle qui les ont menés d'élection en élection, de fraude électorale plutôt en fraude électorale, sans pouvoir disposer des outils pour conquérir le pouvoir après avoir assisté à des fraudes électorales, eh bien, le peuple togolais se dit aujourd'hui déçu, croise les bras, ne veut plus se mobiliser, jette l'anathème sur ces soi-disant opposants et croise les bras en disant, bon, nous, on ne va plus rien faire parce que les opposants nous ont déçus, donc nous ne voulons plus rien faire. Nous attendons seulement Dieu, nous attendons un libérateur pour venir nous sauver des mains de Faure Gnassingbé. Ce qui est un très mauvais calcul, est une très mauvaise opération, parce que cette réflexion du peuple togolais soi-disant déçu, qui croise les bras désormais, croyant ainsi punir soi-disant les opposants, eh bien ce peuple ne se punit que lui-même, parce que c'est ce peuple qui souffre. Et on ne va pas libérer le Togo pour les opposants. Nous allons libérer le Togo pour nous-mêmes et pour nos enfants. C'est ça qui compte. Donc, aujourd'hui, les Togolais sont ancrés dans une voie sans issue, en disant qu'ils sont en train de punir les opposants en croisant les bras et laissant ainsi Faure Gnassingbé au pouvoir. En faisant ça, les Togolais prolongent leur propre souffrance, leur propre douleur ainsi prolongée. Et ils ne punissent personne. Les Togolais se punissent eux-mêmes en faisant ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, pire que ça, les Togolais ne se sont pas croisés les bras face à ce pouvoir en disant, bon, nous on a tout donné, comme les opposants n'ont pas été capables de nous ravir le pouvoir des mains de Faure Gnassingbé. Du coup, nous croisons les bras désormais, nous sommes fâchés, nous avons été déçus, on a tué certains Togolais, donc maintenant, nous ne voulons plus rien faire, nous laissons le pouvoir de Faure Gnassingbé aller jusqu'où il veut aller. Bon, les opposants n'ont qu'à continuer. Eh bien, nous sommes en train de sacrifier nos propres vies et nous sacrifions l'avenir de nos enfants. Parce que ce pouvoir-là, il continue tout simplement sur un boulevard aujourd'hui. J'ai toujours dit que Faure Gnassingbé aujourd'hui, par l'attitude du peuple togolais, est en train de marcher sur l'eau. Faure Gnassingbé plane simplement. Il ne craint plus rien. Et la seule chose qu'il craint, c'est le peuple togolais. Or, le drame dans ces situations, c'est que le peuple togolais est divisé. Le peuple togolais se retrouve dans des querelles entre partis politiques et entre associations, soi-disant. Le peuple togolais, aujourd'hui, se querelle, bataille, se combat lui-même sur les réseaux sociaux. On assiste à un combat mortel entre des partisans de partis politiques, soi-disant de l'opposition, où, aujourd'hui, le problème togolais est réduit par les Togolais eux-mêmes, déformés politiquement, ne sachant pas mener un combat politique jusqu'au bout. Eh bien, les Togolais sont en train de se prêter eux-mêmes à la mort en s'engageant dans une logique de guerre fratricide entre partis politiques, entre partisans de partis politiques. On assiste à des injures, à une compétition entre partis politiques. Pendant ce temps, le pouvoir criminel, mafieux, corrompu, Franco Gnassingbé est peinard. Ce pouvoir est peinard
et laisse les Togolais s'entre-déchirer. Et avec les réseaux sociaux sur WhatsApp, où on devrait plutôt chercher à renforcer nos capacités d'action, qu'est-ce qui se passe? On utilise plutôt WhatsApp et les réseaux sociaux pour s'insulter. Les Togolais se combattent entre eux, soi-disant qu'ils sont en train de mener une guerre contre des partis politiques, soi-disant qui seraient avec le pouvoir en place. Non, nous le montrons, ça fait plusieurs années que nous demandons au peuple togolais de se sortir de ce piège mortel des partis politiques. Parce que la situation au Togo est une situation coloniale. Comme je le disais tout à l'heure pour le Sénégal, on ne peut pas vouloir combattre un système colonial par des élections. C'est là que les partis politiques de l'opposition nous ont trompés et ont dévié la volonté populaire du Togo de se sortir de ce système colonial vers les élections. Et ça ne peut pas donner de résultat. Donc ces gens-là nous ont perdus et nous ont perdu du temps. Au lieu de continuer à nous battre pour des partis politiques soi-disant, où aujourd'hui la question togolaise est réduite à la question de savoir quel est le parti politique le plus opposant au Togo, eh bien, la réalité qui nous attend, qui nous confronte, c'est que ce n'est pas ça la question. La question qui se pose au Togo, ce n'est pas de savoir quel est le parti politique qui est le plus opposant face à Faure Gnassingbé. La question, c'est comment nous allons faire pour nous réorganiser de manière populaire, passer du stade d'une opposition de partis politiques à un stade d'opposition populaire pour que nous-mêmes nous puissions affronter ce système et lui ravir le pouvoir pour entamer la reconstruction de notre pays. C'est ça que nous devons faire. Donc les Togolais doivent se sortir du piège des partis politiques, des associations, soi-disant de la société civile, pour élever leur niveau de conscience politique à un niveau de patriotisme, pour s'engager dans la construction d'un véritable mouvement populaire dans le pays. Ce n'est que ça qui va constituer la porte de sortie pour le Togo. Sinon, si nous continuons à nous battre entre partisans des partis politiques institutionnels, laquelle querelle est alimentée par le pouvoir en place lui-même, parce que ce pouvoir, très intelligemment, finance et alimente cette guerre imbécile entre partis politiques. Finance, intoxique, injecte dans la masse des toxines, des produits toxiques pour que les Togolais continuent à se battre entre eux, entre partisans de partis politiques, pendant que lui, il est tranquille, il fait son petit bonhomme de chemin. Eh bien, nous nous déchirons, nous nous battons entre nous pour rien. Donc, il faut dépasser absolument la question des partis politiques au Togo pour s'engager dans la construction d'un véritable mouvement de libération nationale dans ce pays. Nous avons travaillé, le Mortra a travaillé depuis des années sur ce schéma. Nous l'avons écrit, documenté dans la presse. Nous avions fait plusieurs interviews, écrit des articles depuis des années dans le journal de Ferdinand Ité, qui vient d'être envoyé en exil par le pouvoir de Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, les Togolais sont très affaiblis. On ne nous dirait pas que le Togo a affronté l'une des pires dictatures dans ce continent. Nous sommes très affaiblis. Le peuple est dispersé. Tout le monde a peur. La peur a paralysé les intelligences et les volontés dans ce pays. Tout le monde a fui ce pays. Nous avons démissionné. Nous avons démissionné face à ce pouvoir-là. Et quand nous avons démissionné, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons des boucs émissaires pour leur imputer notre échec collectif. Nous cherchons des boucs émissaires que nous voulons charger de cet échec-là. Mais ça ne construit pas un pays. Et ce n'est pas comme ça que le peuple togolais va pouvoir redresser la situation. Ce n'est pas comme ça que le peuple togolais va pouvoir se relever, se redresser face à ce pouvoir-là. Et ce pouvoir, le Mortra l'a toujours dit, la seule chose qui lui fait peur, c'est la mobilisation populaire. C'est la force populaire qui lui fait peur. Ce n'est pas les partis politiques qui lui font peur. Parce que ce pouvoir sait très bien qu'il a cassé les partis politiques et qu'il dispose de ses agents au sein de ces partis politiques. Il sait très bien qu'il a instauré la division, la guerre entre ces partis politiques-là.
Donc la seule chose qui fait peur à ce pouvoir, c'est le peuple togolais lui-même. Voilà pourquoi ce pouvoir utilise tous les instruments pour alimenter des guéguerres entre nous, pour nous empêcher de nous rapprocher les uns des autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du sud au nord, du centre au sud, du centre au nord, ainsi de suite. Ce pouvoir fait tout pour que la pomme de discorde s'instaure entre nous de manière durable, pour éviter que les Togolais du nord s'allient aux Togolais du sud, les Togolais de l'ouest s'allient aux Togolais de l'est, pour construire un véritable mouvement de libération nationale. C'est ça que ce pouvoir craint. C'est ça que ce pouvoir craint. Donc, nous, intelligemment, nous devons travailler sur ça, sur notre unité, sur le renforcement de notre esprit patriotique, la nécessité de dépasser les querelles de partis politiques et d'associations, soi-disant la société civile, dépasser les clivages malicieusement construits entre nous, sur des bases ethniques, sur des bases faussement régionalistes. Nous devons dépasser tout ça. Kabie, Mossi, Tchokosi, Moba, Evé, Mina. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Bassa, Akboso, Ani, Konkomba. Nous sommes engagés, tous, nous sommes embarqués, tous dans le même bateau. Nous sommes dominés par une petite minorité criminelle que la France a placée à la tête du Togo depuis 1963. Si vous allez au nord du pays, la situation humanitaire est encore plus catastrophique. L'économie togolaise est à terre. Le pays souffre énormément. Les infrastructures de base n'existent pas. Les soins de santé sont encore au stade de la pierre dans ce pays. Les routes sont complètement défoncées. Les routes qui ont été construites au temps de la colonisation sont encore là et sont trouées par la pluie. Il n'y a rien dans ce pays. Les Togolais souffrent énormément. La jeunesse togolaise souffre énormément. Les femmes togolaises souffrent énormément. Pour pouvoir manger, il faut voir ce que les Togolaises et Togolais doivent faire pour pouvoir avoir le pain quotidien. Pendant ce temps, ce régime vole tout, accapare tout dans ce pays, dispose des richesses. Faure Gnassingbé et ses amis se promènent avec des caisses d'argent. Le fonds Covid, soi-disant, qui est de l'argent prêté par le Togo, c'est-à-dire de l'argent que le contribuable togolais doit payer, des centaines de milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens ont détourné encore cet argent. Et quand le rapport de la Cour des comptes, soi-disant, est sorti, qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils l'ont minimisé, ils ont cassé toutes les critiques qui pouvaient s'élever contre la gestion de ce fonds Covid et ils ont tué l'affaire. Personne n'a été arrêté ni jugé. Donc, nous sommes en face d'un pouvoir criminel qui enfonce le pays, qui vole tout dans ce pays. Les scandales économiques sont légion dans ce pays. Des assassinats. Ce pouvoir est allé même jusqu'à assassiner ses propres militaires, ses propres agents militaires dans des camps militaires. Ce pouvoir assassine tout le monde, jette des gens en prison. Jean-Paul Omoulou, aujourd'hui, est en prison. Pour avoir fait quoi? Pour avoir critiqué ce pouvoir. Pendant ce temps, les vrais criminels, ceux qui devraient être en prison, à commencer par Faure Gnassingbé lui-même, qui a assassiné des centaines de Togolais jusqu'à présent, se pavanent. Les criminels sont là. C'est eux qui dirigent. Donc, il faut absolument qu'en prenant en compte l'ensemble de ces éléments, les Togolais dépassent les querelles des partis politiques. Parce que si nous restons dans la querelle des partis politiques, nous allons laisser ce pouvoir continuer. Et ça, ce n'est pas dans notre avantage. Voilà pourquoi nous devons dépasser les partis politiques. Nous-mêmes, en tant que peuple, chercher à nous construire et à construire une révolution populaire dans ce pays. C'est ça la clé. Si nous ne faisons pas ça, ce pouvoir va continuer. Ce pouvoir criminel Franco Gnassingbé va continuer au Togo. Et les Togolais vont continuer à souffrir. Et rien ne changera notre sort dans ce pays si nous-mêmes Togolais, nous ne nous levons pas.
Voilà pourquoi la jeunesse togolaise doit chercher à sortir du piège des partis politiques et du piège des conflits entre associations soi-disant de la société civile. S'élever vers l'esprit patriotique, atteindre un haut niveau de conscience politique pour construire un véritable mouvement de libération nationale dans ce pays en dépassant tous les clivages. Un mouvement autonome. Nous devons passer de l'opposition des partis politiques à une opposition populaire maintenant. Nous devons absolument arriver à cette opposition populaire où le peuple lui-même se dote des structures et de l'organisation qu'il faut pour affronter ce pouvoir et ces faux opposants qui l'accompagnent dans ces aventures électoralistes qui ne sont que des mascarades dans ce pays depuis 1990. Donc, la clé du problème togolais est entre les mains des Togolais eux-mêmes. Personne ne viendra de l'étranger nous sauver. Faure Gnassingbé, comme nous l'avons tout dit, n'a pas peur de l'armée parce que Faure Gnassingbé a construit une armée dans l'armée. Et c'est ce petit noyau, c'est ce petit groupe qui détient la puissance militaire dans ce pays. Le reste de l'armée togolaise, c'est des civils en réalité. Ils sont habillés en treillis militaires, etc. Mais ils n'ont aucun pouvoir. Il y a une armée, une petite armée, un petit groupe de criminels, de mafieux qui est dans cette armée, qui dispose du réel pouvoir militaire dans ce pays. Et ce groupe-là, ce noyau est extrêmement fidèle à ce régime. Il faut le savoir. Donc si les Togolais pensent qu'un jour, il y aura un soulèvement militaire dans ce pays, ils se trompent. Parce que Faure Gnassingbé et le système france-africain ont désarmé l'armée togolaise et ont créé en son sein un petit noyau de criminels qu'ils ont surarmés, qui contrôlent tout, qui terrorisent toute l'armée togolaise. Donc, Faure Gnassingbé n'a pas peur de cette armée. Faure Gnassingbé n'a pas peur de son opposition politique. Parce qu'il a cassé ses partis politiques, il a introduit de la division au sein des partis politiques, et les partis politiques eux-mêmes sont décrédibilisés aujourd'hui par le manque de résultats, et aussi parce que ces gens se sont compromis avec le pouvoir RPT. Donc, cette opposition politique est aussi discréditée aujourd'hui dans le pays. Quand la situation est comme ça, il faut absolument dépasser tous les partis politiques et les associations pour aller dans le sens de la construction d'un véritable mouvement populaire. Nous devons passer de l'opposition des partis politiques et des associations dites de la société civile à une opposition populaire aujourd'hui. Et ça, c'est qu'il faut qu'il y ait des patriotes qui soient capables de parler au peuple, le sortir des guéguerres dans lesquelles ce peuple est enfermé, pour aller de manière indépendante, de manière autonome, à une organisation qui dépasse l'ensemble des structures politico-associatives qui existent dans ce pays. C'est seulement ça qui va nous sauver au Togo. Sinon, aucun parti politique ne va le faire. Voyez? C'est ça que le Moltra prône depuis des années. Nous avons écrit, nous avons fait des interviews, nous avons fait des vidéos, nous avons laissé des traces sur ce point, sur cette question d'une opposition populaire. Le temps de l'opposition populaire a sonné. Et ça, il faut qu'il y ait des patriotes pour pouvoir le conduire. Le Moltra est à disposition. Parce que nous avons travaillé depuis des années sur cette question. Nous sommes à disposition pour aider le peuple togolais, la jeunesse togolaise dans la construction d'un mouvement populaire dans ce pays. Si le peuple togolais, la jeunesse togolaise décide d'aller dans ce sens-là, nous allons travailler avec elle. Nous sommes prêts depuis des années. Nous avons théorisé sur ce système et son fonctionnement. Nous avons travaillé sur ce schéma depuis des années. Et nous demandons aux Togolais de se sortir des querelles entre partis politiques pour venir à cette idée et implémenter ainsi cette idée-là sur le terrain et reconquérir son pouvoir et sa dignité volée. Donc, nous sommes dans une situation où
si nous-mêmes, nous ne prenions pas nos responsabilités, si nous-mêmes, nous ne nous mobilisons pas, eh bien, rien ne changera. Faure Gnassingbé est allé à l'Élysée faire un pacte avec Emmanuel Macron qui va lui laisser le passage, hein, parce que en réalité, c'est à la France que ces gens-là rendent compte, ce n'est pas à notre peuple. Ces gens ne doivent rien au peuple africain et par conséquent au peuple togolais. Et donc, Faure Gnassingbé s'étant rendu à l'Élysée, eh bien, il a conclu un pacte avec Emmanuel Macron qui va lui laisser la possibilité de modifier une nouvelle fois, soi-disant la constitution togolaise, pour s'octroyer un nouveau mandat à la tête du Togo. C'est ça que Faure Gnassingbé est allé nouer comme alliance à l'Élysée il y a 2 jours. Voyez? Parce que la présence française en Afrique est en train de craquer d'un peu partout. La France va essayer de maintenir, où elle a la possibilité de le faire, ce système encore pour un moment. Donc, il faut que les Togolais le comprennent et se lèvent eux-mêmes contre ce pouvoir, contre le pouvoir franco-Gnassingbé au Togo. S'ils ne le font pas, rien ne changera. La souffrance va continuer dans ce pays. La jeunesse africaine continuera à vivre au Togo dans la misère, dans une misère indicible. Et la répression va continuer. Rien ne changera dans ce pays. Voyez? C'est ça, la réalité. Donc, le Mortra, encore une fois, lance un appel pressant à la jeunesse togolaise. Jeunesse togolaise, lève-toi, rejoins le Mortra, rejoins-nous. Nous sommes prêts à vous aider à constituer un mouvement national de libération dans ce pays. Et vous allez voir, nous allons travailler sur les 2 éléments principaux sur lesquels le pouvoir franco-Gnassingbé est fondé au Togo, à savoir la terreur, donc susciter la peur dans le pays, et la corruption de l'autre côté, qui est le 2e versant, hein, de la répression que ce pouvoir a instauré dans ce pays. Donc, les 2 instruments sur lesquels le pouvoir franco-Gnassingbé est fondé au Togo, c'est la corruption et la répression. Et sur ces 2 éléments-là, le Mortra a travaillé. Nous avons inventé des solutions innovantes pour pouvoir affronter ces 2 outils qui maintiennent le Togo et les Togolais dans la misère, dans la peur. Tout le monde est tétanisé dans ce pays. Tout le monde est corrompu. Les esprits sont corrompus dans ce pays. Et nous avons abandonné nos responsabilités. Nous avons abandonné ce pays. Et chacun essaye de trouver une sorte de réconfort illusoire dans la religion, dans les prières et dans la vie, dans les mondanités. On se réfugie dans le monde virtuel d'Internet et des réseaux sociaux. Et matin, midi, soir, les Togolais sont sur WhatsApp en train de s'insulter, en train de s'invectiver, en train de s'attaquer entre eux, s'accusant mutuellement d'être des traîtres. Un tel dit, moi, mon parti politique est le meilleur. Un tel dit, non, c'est pas ton parti politique qui est le meilleur, c'est le mien qui est le meilleur. Donc, mon parti politique est mieux que ton parti. Le leader de mon parti est mieux que ton leader. Et on se bagarre sur des choses inutiles. Des choses qui nous divisent davantage, qui nous fragilisent. Eh bien, l'intelligence commande que les Togolais sortent de cela, de cette bagarre inutile, imbécile, de cette bagarre qui nous fragilise davantage et qui laisse un boulevard au pouvoir de Faure Gnassingbé. Nous devons absolument sortir de ça pour nous engager dans la construction d'un véritable mouvement de libération nationale dans ce pays. Le Mortra, encore une fois, a travaillé sur ce schéma depuis des années. Nous sommes à disposition. Rejoignez-nous pour que nous puissions travailler. Nous sommes capables, vous allez voir. Si nous commençons ce travail dès maintenant, le pouvoir de Faure Gnassingbé va tomber. Ce pouvoir présente l'aspect d'un pouvoir invincible. Mais en réalité, ce pouvoir n'est pas invincible. Ce pouvoir, comme toute dictature, comme toute tyrannie, a des fragilités énormes. Il va suffire aux Togolais de conjurer la peur, de ne plus avoir peur, de casser les outils de guerre psychologique que ce pouvoir bâtit pour nous fragiliser, pour nous faire peur,
pour nous éloigner les uns des autres, créer la méfiance entre les Togolais, bâtir des murs épais de la méfiance, de la crainte, de la division, de la haine, de la jalousie, des envies inutiles, des conflits interpersonnels de bas étage entre nous, pour nous empêcher d'avoir un esprit national patriotique, d'avoir un esprit patriote. C'est ça que ce pouvoir a fait pour nous empêcher de travailler ensemble. Si nous conjurons cet esprit-là, si nous conjurons ces armes-là, si nous découvrons ces armes-là et que nous travaillons contre ces armes-là, nous allons pouvoir vaincre ce régime. Et nous allons ainsi arracher le Togo des mains de Faure Gnassingbé et de ses amis franco-mondialistes pour pouvoir entamer la reconstruction de ce pays très rapidement. Et ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous. Donc, les Togolais ont la clé de leur sortie de l'esclavage. C'est les Togolais qui détiennent la clé de leur sortie de la misère, de la souffrance, de la génuflexion, de toutes ces divisions et de toutes ces manipulations orchestrées par le pouvoir franco-gnassingbé dans ce pays. La corruption qui a gangréné tout, l'administration est tuberculosée par la corruption. Les gens s'en foutent. Chacun qui est nommé quelque part accapare ce secteur du pouvoir, en fait une propriété personnelle, un patrimoine, et bon, lui aussi, il construit une sorte de petit royaume dans ce secteur, et bon, lui aussi, il vit de ça, avec ses amis et ses copains. L'intérêt national est sacrifié. Les Togolais ne profitent pas de la terre togolaise, les biens, les richesses du Togo ne profitent pas aux Togolais. Parce que ce pouvoir qui est l'incarnation de l'anti-peuple, du mal absolu, ce pouvoir qui incarne le mal absolu, a décidé d'affamer les Togolais, de les priver de tout, de régenter le Togo de manière terroriste, pour que les Togolais aient peur, se recroquevillent dans leur coin, qui se cachent dans une falaise de craie, et ainsi lui laisser un boulevard. Non, ça doit changer. Ça doit changer. Et ce n'est pas Dieu qui va le faire, parce que Dieu n'a jamais sauvé les humains. Et là où les hommes n'agissent pas, Dieu ne fait rien. Parce que Dieu n'a pas d'autres bras que les nôtres. Et Dieu a déjà doté les humains, s'il existait, Dieu a déjà doté les humains de tous les instruments qui leur permettent de voyager dans cette vallée humaine et sur cette terre, passer leur aventure terrestre du mieux que cela puisse être possible. Tout ne dépend que des humains eux-mêmes. Là où les humains décident d'agir, eh bien, la situation change. Là où les humains n'agissent pas, il n'y a rien qui change. Donc, il n'y aura pas de miracle en Afrique. Il n'y aura pas de miracle au Togo. Si les Togolais et les Africains continuent de s'amuser, continuent à laisser ces pouvoirs-là où ils sont, en espérant que le salut viendra de l'étranger, nous nous trompons. Il n'y aura pas de salut venant de l'étranger. C'est nous-mêmes qui sommes nos sauveurs. Le peuple est son propre sauveur. Donc, chers amis, il ne faut pas écouter les vendeurs d'illusions qui nous vendent les histoires de la Russie, de la Chine ou de je ne sais de quel pays, de la Turquie, etc., qui viendraient peut-être aider les Africains. Non, aucun pays, aucun peuple n'a vocation à aider les autres. Autant les Occidentaux ne nous ont pas aidés à sortir de notre misère, qu'ils ont créé d'ailleurs en Afrique, parce que la terre africaine regorge d'immenses richesses enviées par les autres. Depuis des siècles et des siècles, l'Afrique est dominée. Ça fait 3000 ans que le peuple noir est écarté de la marche du monde, renforcé par la période des razzias négrières transatlantiques et arabo-musulmanes, le tout renforcé par la colonisation. Eh bien, chers amis, la porte de sortie, c'est nous-mêmes. Il n'y aura pas de salut venant de l'extérieur. Chaque peuple se construit de l'intérieur. Chaque pays se construit de l'intérieur. Donc, c'est à nous-mêmes de nous organiser pour affronter le leadership colonial imposé en Afrique par les colons jusqu'ici, qui régentent nos pays dans l'intérêt de l'étranger.
Donc c'est à nous d'agir. Si nous agissons, nous allons avoir des résultats. Si nous n'agissons pas, eh bien il n'y aura aucun résultat. Nos souffrances vont continuer. Nous allons continuer à rêver de manière paludique d'un sauveur qui viendrait de l'étranger, qui ne viendra jamais. Nous allons attendre dans une salle d'attente où il n'y a rien à attendre en réalité. Et les morts d'aujourd'hui seront plus heureux que les vivants de demain. Les portes de l'enfer vont s'ouvrir devant nous si nous n'agissons pas. Et notre action est conditionnée par notre organisation. Parce que jusqu'ici, les Africains parlent beaucoup, nous parlons beaucoup, mais en termes d'organisation, nous sommes nuls. Nous sommes en deçà de l'équation que nous pose ce système. Voilà pourquoi nous avons l'impression que ce système est invincible et que nous sommes condamnés définitivement à subir le joug colonial et le joug de la misère imposée par un système mondialiste qui n'a pitié des peuples d'aucune manière. Donc, travaillons, chers amis. Le Mortran, encore une fois, est à disposition pour aider aussi bien la jeunesse togolaise que la jeunesse africaine dans son ensemble à travailler sur le schéma de la révolution populaire pour arriver ainsi à bâtir un véritable mouvement de libération nationale. Il y a des peuples qui ont connu des dictateurs les plus rébarbatifs, des dictateurs extrêmement répressifs, armés jusqu'aux dents. Mais lorsque les peuples se mettent debout, les forteresses de la répression tombent. Les forteresses de la corruption tombent. Les pires dictateurs sont tombés. Parce que l'ennemi, l'adversaire, l'ennemi mortel des dictateurs, des tyrans et des systèmes coloniaux, c'est le peuple. C'est tout. Il n'y a pas d'autres instruments. C'est le peuple, la force populaire, c'est la clé qui ouvre le verrou des dictatures et des systèmes coloniaux. Tous les peuples sont passés par là. C'est une loi de l'histoire que les Africains et les Togolais ne vont pas pouvoir contourner en pensant pouvoir changer ce système par des élections, par des dialogues, par des choses, par des prières, par l'attente d'un sauveur qui viendrait de l'étranger, etc., etc. Toutes ces voies-là ne vont nous mener que dans des impasses où nous allons être déçus parce que nous pensons que c'est les opposants institutionnels africains qui vont faire la décision à notre place. Non, la décision elle se fera par nous-mêmes, par notre organisation. Par notre organisation, par le renforcement de nos capacités révolutionnaires, par le renforcement de nos capacités d'action sur le terrain concrètement. Et c'est la jeunesse africaine qui doit être l'avant-garde de la marche du peuple noir vers sa renaissance. Et cette renaissance, elle est conditionnée absolument par le grand mouvement de libération continentale qui doit avoir lieu. Plus nous tardons à agir, plus nos souffrances vont se multiplier. Et plus la réalité de la vie va s'imposer à nous. Et nous allons avoir très mal. Ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique, ce n'est que le début de la souffrance. Les grandes douleurs sont devant nous. Si la jeunesse africaine ne redevient pas sérieuse et ne prend pas ses responsabilités de manière disciplinée, de manière ordonnée, sous la direction d'un leadership patriote et avisé, qui a travaillé sur le schéma de la renaissance de l'Afrique à partir de la redécouverte de nos valeurs culturelles et à partir d'une évaluation de l'ensemble de notre parcours historique sur cette terre. Travaillons, levons-nous au Togo, au Gabon, au Tchad, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Somalie, en Ouganda, en Tanzanie, partout, levons-nous, au Gabon, levons-nous pour affronter ce système assassin, ce système criminel qui continue de nous immobiliser pour que l'étranger puisse nous utiliser, nous exploiter et voler ainsi nos richesses, pendant que nous-mêmes nous plongeons dans une misère indescriptible. La jeunesse africaine n'a pas le choix. C'est à elle d'assumer ses responsabilités. Que ce soit au Togo ou ailleurs, c'est elle qui est la clé. Et pour ça, elle doit redevenir sérieuse et retrouver la gravité, s'inscrire dans la logique des grands hommes, des patriotes africains
qui ont payé un lourd tribut pour avoir osé affronter le système criminel, colonial, esclavagiste. Depuis nos ancêtres les plus inconnus jusqu'au Thomas Sankara, jusqu'au Gbagbo, jusqu'au Muammar Kadhafi, jusqu'aux patriotes africains qui continuent de croupir aujourd'hui en prison dans l'ensemble des enclos coloniaux africains, abusivement appelés États africains. Donc, la jeunesse africaine doit se lever. Le montrer à disposition. Nous sommes à disposition. Nous ne pouvons pas tout expliquer aujourd'hui, mais nous avons fait des vidéos dans lesquelles nous avons expliqué clairement le schéma. Notre chemin, et qui est aussi notre schéma, c'est un soulèvement populaire continental dans tous les enclos coloniaux pour faire tomber ce système. La force populaire est au-dessus de toutes les forces répressives instaurées par le système colonial en Afrique. Les dictateurs africains ont des fragilités énormes. C'est parce que pour le moment, nous n'avons pas travaillé sur l'aspect de notre organisation de manière définitive, de manière organisée, de manière disciplinée, sous la conduite d'un leadership visionnaire, courageux et patriote, que ces pouvoirs-là continuent de régner et de dominer aujourd'hui en Afrique. Chaque peuple a en son sein la capacité et le pouvoir de vaincre toutes les adversités qui s'imposent à lui. Chaque peuple dispose des instruments en son sein de pouvoir vaincre toutes les adversités qui s'imposent à lui. Mais il faut découvrir ses capacités, les organiser, les structurer et les mettre en mouvement contre le système. Et ça, c'est du métier. C'est pas de la blague, c'est pas de la loterie, c'est pas tout le monde qui peut conduire ce type de mouvement. Il faut des gens qui ont travaillé, qui ont l'étoffe suffisante, qui ont la capacité, qui ont travaillé sur ces sujets-là, qui ont acquis des connaissances sur les lois de l'histoire, qui ont vu comment les peuples sont passés de leur état de faiblesse à un stade de puissance démultiplié pour pouvoir faire tomber les pires dictateurs qui croyaient les avoir ainsi vaincus de manière durable et définitive. Donc, il faut des gens qui ont travaillé, des gens qui ont de l'épaisseur, des gens qui ont de l'étoffe, qui ont travaillé sur ces questions-là. C'est pas de la blague. Il s'agit pas de s'inscrire dans une agitation permanente. Il s'agit pas de brosser la jeunesse africaine dans le sens du poil. Il s'agit pas de nous auto-glorifier. Il s'agit pas de continuer à conjuguer la grandeur de notre peuple au passé. Oui, redécouvrir notre histoire est une des clés, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Redécouvrir notre histoire ne suffit pas. Redécouvrir notre grandeur passée en Égypte est un pas important, mais ce n'est pas suffisant pour que notre peuple renaisse. Il faut que, après avoir redécouvert notre grandeur passée, nos réussites passées, depuis la vallée du Nil où l'homme est né, jusqu'aux empires africains qui ont été démolis, aux grands empires africains qui ont été démolis, en passant par l'Égypte et les empires, eh bien, nous devons utiliser ça comme un moteur qui nous propulse vers l'avenir. C'est-à-dire que la grandeur passée doit susciter en nous de la colère, une colère froide, une colère raisonnée. Ce n'est pas découvrir le passé pour s'en glorifier, comme pour dire aux Occidentaux, vous voyez, nous aussi nous étions grands hier, nous aussi nous étions grands hier, vous n'êtes rien, vous êtes quel peuple, nous on a connu les pyramides depuis des millénaires, vous étiez dans les cavernes quand nous on vivait dans les pyramides. Oui, très bien, c'est vrai, l'homme étant parti d'Afrique, la civilisation est partie d'Afrique, contrairement à ce que les Occidentaux disent. C'est nous qui sommes les ancêtres de l'humanité. L'histoire est partie d'Afrique. C'est pour ça que quand Sarkozy, en 2007, est allé dire à l'université Cheikh Anta Diop, qu'il a rebaptisé l'université de Dakar, que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, Sarkozy est totalement dans une faute historique terrible. Puisque l'humain, les hommes sont partis d'Afrique. Donc, l'Afrique est l'essence même de l'histoire. Le berceau de l'histoire, c'est l'Afrique. Mais, à quoi ça sert aujourd'hui de dire l'Afrique est le berceau de l'humanité
est le berceau de l'histoire, si nous sommes privés de tout, si le peuple noir est colonisé, si le peuple noir est dans les chaînes, si le peuple noir est devenu le paillasson de l'ensemble de l'humanité, si le peuple noir est relégué aux marges de la marge du monde, si le peuple noir est sorti de l'histoire, le peuple noir est sorti de l'histoire, pas les autres. Donc, nous devons chercher à reconquérir notre place au sein de l'histoire et remettre l'Afrique au cœur de la marche du monde. C'est ça, c'est là où se trouve notre place. Notre place n'est pas à l'extérieur de la marche du monde. Voilà pourquoi nous devons redécouvrir notre grandeur passée sans nous y reposer, mais plutôt utiliser cette grandeur passée redécouverte comme un instrument de propulsion vers la reconquête de notre espace, pour ainsi le reconstruire. Il ne s'agit pas de se voir grand hier, il s'agit de se projeter grand demain à partir de la redécouverte de notre grandeur passée. C'est ça que nous devons faire. Donc, le mantra est très froid. Nous regardons la situation froidement et nous disons à la jeunesse africaine de sortir de l'amusement, de sortir du jeu, de sortir du bavardage inutile, de divertissement qui l'amuse, de l'utilisation comme des jeux, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux doivent plutôt nous servir à bâtir des instruments de combat entre nous. Les réseaux sociaux doivent nous aider à nous rapprocher les uns des autres pour réfléchir et travailler sur notre organisation. Voyez? C'est ça le défi. Si nous faisons ça, ça veut dire que nous utilisons de manière intelligente les instruments qui sont fondés par nos ennemis et nos adversaires dans notre intérêt. Il faut utiliser les réseaux sociaux dans notre intérêt. C'est-à-dire utiliser ces réseaux de manière très intelligente. Au lieu de les utiliser pour jouer, pour rigoler, pour raconter des bêtises, parler des choses inutiles, les utiliser pour promouvoir le jeu pour le jeu, l'amusement. Au lieu d'utiliser ces instruments de manière amusée, nous avons intérêt à les utiliser dans notre intérêt, dans l'intérêt de notre peuple, pour nous connaître davantage, que des Africains brisent les murs de la méfiance, des barrières linguistiques, des barrières de distance qui ont été construites entre nous pour nous rapprocher et travailler véritablement dans le sens de la construction du mouvement populaire dont nous ne cessons de parler. Voyez, nous devons utiliser ces réseaux sociaux pour nous connaître davantage et alimenter ainsi notre structuration, notre capacité de travailler ensemble, que ce soit sur le continent ou que ce soit entre les jeunes du continent et les Africains qui résident dans la diaspora. Nos frères et sœurs, descendants des déportés africains, nous devons utiliser ces réseaux sociaux pour réunir l'ensemble des fils et filles de l'Afrique dans la seule logique de la construction d'un véritable mouvement de libération continentale pour ainsi aller à la reconquête de notre terre africaine et entamer sa reconstruction. Si nous faisons ça, nous allons montrer que nous sommes un peuple intelligent qui se préoccupe de son avenir. Et ça, c'est à la jeunesse africaine de le faire. Là-dessus, le montrer à disposition. Et nous sommes prêts à travailler avec les jeunesses de tout enclos colonial parce que le défi qui s'impose à nous, c'est le défi de notre organisation pour nous doter ainsi du seul instrument capable de nous mener à la confrontation décisive face à ce système cannibale qui est instauré, qui est installé et qui est imposé sur le sol africain depuis des siècles et des siècles maintenant. Alors que le continent africain dispose des ressources faramineuses, des richesses énormes, nous avons tout, nous avons l'énergie, nous avons le sol, nous pouvons produire tout en Afrique. La terre africaine est riche, très riche, propice pour toutes sortes d'agriculture. Nous pouvons implanter des usines, des industries en Afrique parce que nous avons l'énergie en abondance, nous avons les plus grands fleuves, les cours d'eau en Afrique, nous avons l'énergie solaire, le vent,
l'énergie éolienne et l'énergie solaire en Afrique en abondance, mais nous avons une gouvernance coloniale qui nous empêche d'utiliser l'ensemble de ces ressources-là, de conjuguer l'ensemble de ces ressources pour résoudre les problèmes auxquels les populations africaines font face depuis des siècles et des siècles. Toutes sortes de maladies nous tuent, même la petite bestiole de moustiques en Afrique, depuis des millénaires. Ces pouvoirs africains, soi-disant, ces dirigeants africains sont incapables de déployer un véritable programme d'extinction des moustiques. Ces gens ne sont capables de rien. Ces gens humilient le peuple noir, exposent le peuple noir. Ces gens détestent notre peuple et l'exposent à toutes sortes de souffrances, de sorte même que on n'arrive même pas, on n'est même pas encore arrivé à combattre les moustiques efficacement. Si bien que le paludisme tue encore en Afrique. Les maladies qui sont inconnues, qui sont définitivement éteintes ailleurs, sévissent en Afrique de manière grave. Et la faim, chaque seconde, il y a au moins 1 millier d'Africains qui meurent. Chaque seconde, il y a 1 millier d'Africains qui meurent de faim, assassinés par ces pouvoirs criminels imposés par l'oligarchie occidentale, l'oligarchie mondialiste en Afrique. Donc, la jeunesse africaine doit se lever face à ça. Si nous ne faisons pas ça, si nous ne nous levons pas face à ce crime-là, face à ces crimes, ces multiples crimes qui font souffrir le peuple noir, eh bien, nous sommes complices de notre domination. Nous sommes complices de ces crimes-là. Et nous sommes des descendants indignes de nos ancêtres. Les Lumumba, les Nkrumah, les Samori, les Béhanzin, les Sylvanus Olympio, les Thomas Sankara, ainsi de suite. Tous ceux qui se sont sacrifiés pour l'Afrique, nous serons montrés indignes d'être leurs descendants. Et ces gens, dans leur tombe, vont maudire et maudire nos enfants. Parce que nous allons traduire, nous allons transmettre à nos enfants des chaînes au lieu de leur transmettre une Afrique libre et reconquis, au lieu de leur transmettre une Afrique libérée et reconquise, au lieu de transmettre une terre libérée africaine à nos enfants, nous allons leur transmettre des chaînes, nous allons leur transmettre un héritage de honte qui est fait de misère, de paupérisation, de crimes, de faiblesse énorme, de désorganisation éhontée, de crimes monstrueux. Et nos enfants, vont nous maudire. Quand cette génération passera, eh bien, elle n'aura rien donné à cette Afrique-là. Donc, la jeunesse africaine doit comprendre que, comme le disait Frantz Fanon, chaque génération doit découvrir sa mission dans une relative opacité, l'assumer ou la trahir, l'accomplir ou la trahir. Nous devons découvrir nos responsabilités. Notre responsabilité aujourd'hui en tant que jeunesse africaine, c'est absolument de travailler nuit et jour sur notre organisation. Et le MORTRA est le cadre idéal pour le faire. Donc, rejoignez-nous pour que nous puissions travailler sur les recommandations de Frantz Fanon pour découvrir notre mission, l'assumer et non la trahir. Nous devons découvrir notre mission et l'accomplir et non la trahir. C'est ça notre rôle. Si nous faisons ça, nous allons transmettre une Afrique libérée désormais de ces chaînes à nos enfants. Et nos enfants, sur nos traces, vont continuer, progresser dans le redressement de l'Afrique, dans la reconstruction de l'Afrique, pour l'amener véritablement à la reconstruction. Parce que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et nous allons ainsi tracer les sillons d'un avenir meilleur à nos enfants. Si nous ne faisons pas ça, eh bien, nous serons des indignes descendants des grands pharaons, des grands patriotes africains, de nos ancêtres les plus courageux qui ont affronté ce système, pensant que leurs descendants que nous sommes allaient continuer à résister, allaient continuer à perfectionner le combat, allaient gagner, et nous serons aussi des indignes parents et progéniteurs des enfants
qui seront demain, de nos enfants qui seront demain des esclaves, encore plus renforcés dans ce système. Préparons un avenir meilleur à notre peuple en vidant le conflit colonial aujourd'hui qui est en Afrique. C'est-à-dire, inscrivons-nous dans la constitution d'un véritable mouvement de libération continentale. Et ainsi, nous allons gagner et donner à l'Afrique ses lettres de noblesse, de sorte qu'aucun Africain, où qu'il aille, ne soit plus l'objet de moqueries, d'humiliation, de faits racistes, de discrimination, d'injures, parce que nous sommes le cœur de l'humanité. L'humain, les hommes viennent d'Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes un peuple relégué au mal de l'histoire parce que nous sommes tombés. Les autres nous ont marché dessus. Les autres nous ont vaincus. Et un peuple vaincu, personne ne le respecte. Un peuple défait, personne ne le respecte. Un peuple défait, personne ne le considère. Un peuple défait et vaincu, personne ne tient compte de ce qu'il a été hier. Personne ne tient compte d'un roi déchu. On ne rend pas hommage au roi déchu. Autant on ne rend pas hommage à un roi déchu, autant on ne rend pas hommage à un peuple déchu et défait. Oui, nous étions grands hier, mais aujourd'hui, nous sommes un peuple défait et affaibli, divisé, défait. Pour changer ça, nous devons redécouvrir notre histoire, engager la bataille décisive et gagner. Seuls les peuples qui gagnent sont respectés dans cette vallée humaine. Si nous regagnons notre terre, nous allons pouvoir la reconstruire. Et si nous reconstruisons l'Afrique, tout le monde va nous respecter. Donc, chers amis, merci encore une fois pour votre présence. Merci de partager la vidéo et merci de nous contacter. Nous sommes à disposition. Vous pouvez passer par la page Facebook pour nous contacter. Vous pouvez passer par notre page TikTok pour nous contacter. Nous avons notre chaîne YouTube également, Mortra, où vous pouvez nous contacter. Vous avez tous les instruments pour nous contacter, pour que nous puissions, au-delà du message que nous ne cessons de véhiculer, commencer un véritable travail dans le concret. Parce que le terrain africain, c'est là que va se dérouler la bataille décisive. Donc, merci de partager la vidéo, invitez vos amis sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous avez la possibilité d'avoir nos vidéos sur notre page Facebook. Donc, si vous allez sur Facebook, vous tapez Mortra, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Vous avez accès à nos vidéos. Vous avez également la possibilité d'aller sur la chaîne YouTube du Moltra, M-O-L-T-R-A. Vous avez encore là accès à toutes nos vidéos, à toutes nos publications. Vous avez notre site internet moltra.org également, où vous avez accès à nos publications. Vous avez une quatrième voie qui est notre blog, le blog que nous avons créé il y a 20 ans de cela, qui s'appelle lajuda, lajuda.blogspot.com, où vous avez également la possibilité de voir nos publications. Et dernière possibilité pour voir nos publications, c'est sur Twitter, où vous avez Twitter Moltra. Voilà, vous pouvez aussi aller sur Twitter pour nous suivre et partager ainsi nos publications. Donc, chers amis, bonne nuit et que nos ancêtres veillent sur vous, sur vos maisons, sur vos proches et sur tous ceux qui vous sont chers. À bientôt.